Et voilà, on y est. Bonjour, aujourd'hui j'interroge Saïd Bouamama sur l'Algérie. C'est une émission que vous avez été très nombreux à demander et ça se comprend. On va évidemment parler de l'actualité, c'est ça qui vous préoccupe, qui préoccupe tout le monde. Mais quand même, pour les jeunes et pas seulement qui nous écoutent, je crois qu'on ne peut pas comprendre un pays et une situation sans parler un peu de l'histoire. Donc on va le faire très court. Bienvenue Saïd. Bonjour. Euh, En quoi l'histoire coloniale détermine la situation d'aujourd'hui? Je lisais dans une vidéo d'Alain Soral, j'en ai parlé dans mon livre, il avait déclaré en substance ceci: quand je vois la merde dans laquelle se débat l'Algérie, leur seule chance, c'est que nous, on y revienne, nous, les colonialistes français. Qu'en penses-tu? C'est tout proprement scandaleux. Que quelqu'un puisse dire cela indique qu'il a une méconnaissance complète, une volonté de nier ce qu'a été le colonialisme, surtout dans une colonie de peuplement comme l'Algérie. Il faut avoir en tête le vol des terres qu'il y a eu pendant la colonisation et ce que ça a entraîné. Ça a Pour chasser les entraîné paysans. pour chasser les paysans et installer les propriétés des grands colons, et que cela a eu pour conséquence eh bien, des situations de famine récurrentes dans lesquelles le nombre de morts a été également de manière régulièrement important, et Beaucoup de avoir répression. beaucoup de répression, et avoir en tête que rien que la conquête, si je me limite juste à la conquête, bah, c'est près d'un tiers de la population algérienne qui disparaît pour pouvoir conquérir ce pays. Donc, oser dire que la chance de l'Algérie serait que la France revienne, c'est ne rien comprendre à l'histoire de l'Algérie et ne rien comprendre aux aspirations du peuple algérien aujourd'hui. Mhm. Euh, Pourquoi est-ce que la guerre en Algérie a été si longue et si dure? La France a lâché d'autres colonies plus facilement. Pour deux raisons. Une première raison qui est une raison de long terme, qui est que l'Algérie était une colonie de peuplement, c'est-à-dire une colonie dans laquelle on a pensé à exterminer complètement le peuple algérien, à l'image des Indiens Comme Israël en Palestine comme alors. Israël en Palestine. Et effectivement, une communauté française était présente, qui est de colons, importante, contrairement à d'autres colonies qui étaient uniquement des colonies d'exploitation. Là, Mhm. c'était, outre l'exploitation, une colonie de peuplement. Et puis une seconde raison. Après 1945, la France qui sort affaiblie de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte dans lequel on découvre un certain nombre de nouvelles richesses, et en particulier le pétrole, l'uranium, etc., Mhm. ne peut pas lâcher, si elle veut garder son rôle de grande puissance, ne peut pas lâcher cette colonie. Il faut se rappeler, le Sahara, les grandes découvertes pétrogazières, il faut se rappeler les essais de bombes nucléaires dans le Sahara Le algérien, Sahara mène au Niger et à l'uranium. et effectivement au niveau géostratégique. Et puis, on a de grands plans à cette époque-là qui sont l'idée d'installer, puisqu'on très vite on se rend compte que l'indépendance va être inévitable, compte tenu de la mobilisation du peuple algérien, on essaye de mettre en place une division de l'Algérie, je le dis par rapport à aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important, une division de l'Algérie, en gros qui couperait le nord de l'Algérie et le sud du Mali, pour créer ce qu'ils avaient appelé à l'époque un Sahélistan, autrement dit, créer Mhm. un pays artificiel qui serait un pays qui resterait français. Mhm. C'est la proposition que De Gaulle fait en 1958, et le refus du FLN à l'époque va amener la guerre à perdurer encore Mhm. plusieurs années. Bien. Mais finalement, le peuple algérien va réussir à se libérer. Ça a été une résistance héroïque. Et dans les années 60, vers 65, Alger, c'est le rendez-vous des révolutionnaires du monde entier, révolutionnaires du tiers-monde essentiellement. C'est plus comme ça. Comment ça s'est évaporé? Alors il faut comprendre d'abord pourquoi Alger a été cela. Euh, la radicalité de la lutte de libération nationale, l'ampleur justement des dégâts de la colonisation, toutes les aspirations que mettait le peuple algérien à cette indépendance. Il ne voyait pas simplement l'idée d'un drapeau ou d'un hymne national. Ce qui était mis derrière, c'est la soif de terre qu'avaient les paysans, c'est la soif d'instruction qu'avaient tous les Algériens qui pendant la colonisation ont été mis de côté par rapport à l'enseignement, c'est la soif de justice sociale. Bref, l'indépendance était investie de l'inverse de ce qu'a été Mhm. le colonialisme. Et donc en 1962, tous les partis politiques, quels qu'ils soient, sont obligés de prendre en compte ces aspirations. Arrivent au pouvoir à ce moment-là
un complexe de classe sociale. Toutes les classes sociales ont été comprimées pendant la colonisation, puisque la colonisation, c'est au Il y avait profit de un la front métropole. uni de libération. Et donc, on a une petite bourgeoisie radicalisée qui arrive au pouvoir avec des représentants populaires. Et donc, il y a un complexe. Voilà. Ce complexe, dans les années 60, effectivement, est porteur d'une dimension progressiste, à la fois au niveau interne, c'est le moment d'installation de la médecine gratuite, c'est le moment de généralisation de l'enseignement, c'est le moment des premiers projets de réforme agraire, c'est un moment extrêmement important dans lequel il y a des mobilisations populaires et des acquis sociaux enfin des conquêtes sociales qui vont être obtenues par le pouvoir. Et au niveau international, eh bien effectivement, le soutien à la Palestine, le soutien aux autres luttes de libération nationale, etc. Pourquoi ça va bouger? Ça va bouger dans la grande transformation du rapport de force des années 80. Au niveau mondial, on le sait, les ultralibéraux passent à l'offensive. Et en Algérie, on va avoir, après la mort de Boumedienne, on va avoir des réformes libérales. des réformes libérales qui vont se multiplier, qui vont se succéder. Pas des réformes brutales d'un seul coup, ça va être progressif parce que justement on a peur des réactions populaires. Mais petit à petit, tout ce qui a été acquis pendant les 2 premières décennies va se détricoter, va être remis en cause. Avec la Banque mondiale, le FMI derrière? Alors, un peu plus tard, on va avoir, avec la baisse du prix du pétrole, une baisse des devises et le Fonds monétaire international va jouer en Algérie comme ailleurs sur le chantage à la dette pour exiger une accélération des réformes libérales. Et effectivement, le pouvoir à l'époque va les mettre en place. Bien, alors ça nous amène effectivement au problème d'aujourd'hui. Est-ce que il y a manifestement une nouvelle génération? L'Algérie, c'est un pays très très jeune, je crois qu'un tiers de la population a moins de 15 ans. Est-ce qu'on peut dire que le problème d'aujourd'hui, il est essentiellement économique et social? Oui, le problème est d'abord économique et social. Et c'est parce qu'il n'y a pas de possibilité dans le cadre du système actuel que les contestations politiques et sociales puissent s'exprimer autrement qu'on a un mouvement aussi massif. Donc il y a à la fois la dimension économique et sociale et à la fois pour que le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui continue de fonctionner, eh bien on a eu une répression des droits démocratiques sous couvert d'ailleurs et à juste titre aussi, sous couvert du danger intégriste que de la décennie noire. Et donc, on a joué sur la peur On va probablement y venir, on a encore du temps. Mais il est d'abord Mais économique et je social. voudrais que tu expliques d'abord bien le problème économique et social. L'Algérie est un pays riche, mais il n'y a pas de travail, il y a beaucoup de pauvreté. J'en lisais qu'il y avait un tiers de gens sous le seuil de pauvreté. Donc, pourquoi? Il n'y a pas de partage? Alors, il faut regarder les grandes dimensions des politiques libérales qui se sont mises en place à partir de la fin de la décennie 70 et tout au long de la décennie 80 et 90. On pourrait les regrouper en 3 grandes catégories. Une première grande catégorie, ça a été véritablement le don d'un certain nombre de propriétés, de villas, ce qu'on a appelé les biens publics qui ont été privatisés, qui ont été vendus. Le don, c'est un terme gentil. Voilà, en réalité, on les a vendus, bien entendu, à des coûts bien en dessous du marché, et ceux qui se sont apparus ces biens, donc c'est des grandes villas, c'est des quasi-châteaux, c'est des biens publics de l'époque de la colonisation, eh bien, ont été vendus à toute une classe sociale à bas prix, et on a eu des enrichissements en l'espace de quelques années, et ça, c'est un des éléments de la colère sociale, de se rendre compte qu'une partie... Bien, mais les villas, c'est pas encore essentiel dans l'appareil économique, au niveau des entreprises? Alors ça, c'est le premier niveau, c'est les villas, et il faut avoir en tête que cet enrichissement sur les villas va permettre la seconde dimension, qui va être la privatisation de milliers d'entreprises. Parce qu'il y avait un secteur public très fort au départ. Et oui, parce qu'il y avait un vrai projet, en tout cas il y avait un projet, le terme vrai renvoie à des évaluations plus précises, mais un projet d'industrialisation en Algérie, qu'on appelait les industries industrialisantes. Autrement dit, il s'agissait de partir des industries de base, la métallurgie, la sidérurgie, etc., pour ensuite développer les industries secondaires et ensuite les industries de consommation. Et donc il y avait un projet sur le long terme de développement industriel en Algérie. Une des premières choses qu'ont fait les libéraux en arrivant au pouvoir en Algérie, ça a été de stopper ce plan qui s'inscrivait sur le long terme. Et ensuite de privatiser ces entreprises. Des milliers d'entreprises ont été privatisées et ont été bradées
à ceux qui avaient les moyens de les acheter, c'est-à-dire cette nouvelle bourgeoisie qui s'était enrichie au travers de la spéculation immobilière qu'on abordait précédemment. Et ce second niveau va être articulé à un troisième niveau qui va être la libéralisation du commerce extérieur. Autrement dit, l'ouverture complète des frontières. Et là, on va voir des personnes qui ont acheté des entreprises publiques ne pas les faire fonctionner, mais les fermer pour pouvoir être les importateurs des biens que produisaient ces entreprises publiques. Autrement dit, on a eu une inflation, un développement extraordinaire de l'import-export, de capitalistes commerciaux, qui en réalité, comme le dit le peuple algérien dans son humour, ne sont pas de l'import-export, mais de l'import-import, puisque du coup on n'exporte plus rien et il ne reste que l'importation de biens qui auparavant étaient produits en Algérie. Et donc on a Donc ça devient une économie tout à fait parasitaire. absolument, et qui ne fonctionne juste que sur la rentrée des devises liées au pétrole. Et quand il y en a moins, Eh bien, l'État a moins de moyens de redistribuer et donc l'austérité s'installe. Et donc, on a une situation où en Algérie, les mobilisations populaires amenaient une redistribution plus grande par peur de la révolte et quand le pétrole baissait, eh bien, une diminution de cette redistribution. Et donc, c'est ce qui explique cette particularité en Algérie d'une situation instable où à la fois, parfois, il y avait des avancées de redistribution et à d'autres moments, des reculs. Et donc, on avait un État qui avait les pouvoirs d'acheter la paix sociale à certains moments et qui ne l'avait plus à d'autres moments. d'accord. Donc si je résume bien, on a le vol des villas et des biens immobiliers, l'enrichissement, la privatisation et vol des entreprises publiques, et puis la fermeture d'entreprises et la transformation en une économie parasitaire. Il y a d'autres pays avec des grandes richesses pétrolières et gazières qui ont subi ça. On a même appelé ça la maladie hollandaise pour parler d'une économie qui n'est pas saine et qui tourne uniquement sur une ressource naturelle. Absolument, absolument. Lorsqu'arrive dans un pays une rente, s'il n'y a pas un pouvoir qui utilise cette rente à des fins de développement économique et d'industrialisation, qui se contente d'empocher la rente, effectivement, on débouche sur une économie parasitaire avec, bien entendu, cette manne de redistribution à une clientèle que l'État peut s'offrir. Et donc c'est ça l'explication de deux chiffres fondamentaux que je pense qu'il faut faire venir dans la discussion. 14 millions de pauvres sur environ 40 millions d'habitants et 10% de la population qui possède 80% des richesses. C'est Absolument. ça pour toi la base du problème actuel. Absolument, en ajoutant que ces écarts qui sont soulignés là sont des écarts qui vont en grandissant. Autrement dit, c'est pas simplement une pauvreté structurelle qui perdurerait, c'est une augmentation de l'écart entre les plus pauvres et les plus riches en Algérie. D'où ce sentiment d'injustice sociale, d'où cette colère avec cette idée qu'une minorité s'accapare tous les biens pétroliers, en gros toute la rente. Et donc on a un des mots d'ordre criés dans les manifestations en Algérie, c'est Selaken, les voleurs. Donc on a bien une image de ceux qui sont au sommet de l'État comme volant les biens du peuple algérien. Alors justement, le sommet de l'État, il s'est passé un peu un cirque là. Apparemment, l'élite n'arrive pas à lui trouver un successeur. Pourquoi? Ben, à partir du moment où on est sur une dynamique de clientélisme, autrement dit, on a un État qui redistribue et chacun des requins essaye de se mettre bien avec le chef de l'État et avec sa famille pour pouvoir récupérer le maximum de contrats, etc. Ils sont unis sur le système, sur la perduration du système, mais bien entendu désunis sur qui va en récolter les fruits. Et donc, on a une classe dominante aujourd'hui qui est à la fois unie dans l'idée d'un libéralisme et d'une économie parasitaire avec redistribution de la rente, et en même temps en contradiction sur les différents secteurs, les différentes fractions de cette bourgeoisie. Divisé sur la question, ça va être moi. Voilà. D'accord. Et les différents clans aujourd'hui qui s'affrontent ne sont pas en situation de l'emporter ni l'un ni l'autre, et Bouteflika faisait l'équilibre entre tout ça, L'arbitre. en redistribuant, etc. Et ça montre bien qu'on est dans une dimension de crise politique réelle. La classe dominante a des difficultés à trouver un successeur à Bouteflika. En témoignent d'ailleurs des voyous qui ont participé au système et qui aujourd'hui prétendent soutenir le mouvement Alors, populaire. justement, je voudrais venir à ça parce que on reçoit beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, beaucoup de craintes aussi que la révolte soit récupérée. C'est une révolte populaire, c'est une partie de l'élite qui manipule. Les deux.
Les deux. Les En deux. réalité, le cœur de la révolte, ou la masse d'offensive, la base d'offensive de la révolte, si on essaye de réfléchir en termes de quantité, la très grande majorité des manifestants expriment, sont de milieu populaire, expriment une révolte sociale, expriment une revendication de justice et d'égalité. Ça, c'est pour le nombre. Mhm. Ce qui n'empêche pas la présence d'un certain nombre de groupes, la présence d'un certain nombre de secteurs qui tentent d'instrumentaliser cette colère pour leur Se propre débarrasser projet. des Voilà, rivaux et voilà. prendre la place à la tête. Quand même, en Algérie, il y a un pluralisme, donc il y a une opposition et il n'y a pas une alternative à ce niveau-là. Alors d'abord, rappelons que ce pluralisme a été lui aussi imposé par les luttes sociales. C'est dans les années 80 la mobilisation populaire qui a amené l'existence de ce pluralisme. Mais très vite, avec la décennie noire, c'est-à-dire avec le drame qu'a connu l'Algérie pendant près d'une décennie de massacres liés à la déstabilisation intégriste, la classe dominante a utilisé ce contexte-là pour imposer une restriction des droits démocratiques. Mhm. Avec d'ailleurs, pour une partie du peuple, l'idée que ce n'était pas le moment de diviser, et donc on avait une classe dominante qui a profité du contexte On pour... dit parfois que le peuple algérien est apathique, qu'il ne bouge pas, et donc pour moi, l'analyse doit être... c'est un signe de conscience. Au contraire, je rappelle souvent une rencontre que j'ai eue avec de très nombreux syndicalistes il y a encore 3 ans, en Algérie, dans lequel ils nous disaient à la fois leur détermination et l'ampleur des luttes qu'ils menaient, mais aussi leur très grande prudence pour éviter la déstabilisation, parce qu'ils ne voulaient pas Mhm. que ça soit utilisé à des fins de déstabilisation. Et donc, on n'a pas affaire à un peuple apathique, on avait affaire à un peuple qui était dans une contradiction réelle entre le besoin de lutter contre un pouvoir qui était un pouvoir de domination, et en même temps la conscience que un certain nombre d'intérêts internationaux pouvaient utiliser cette colère-là ou ces mouvements sociaux-là pour déstabiliser Mhm. le pays. Et donc, tu disais qu'à la fois, il y a eu un certain pluralisme, une certaine ouverture, et en même temps, une répression des partis, un contrôle sur l'information. Absolument. Si vous regardez par exemple la loi sur la création des partis, qui est donc une loi qui s'impose aujourd'hui, ça empêche quasiment l'émergence d'un parti progressiste, d'un parti qui serait un parti populaire, avec des conditions de représentativité dans un nombre de villes énormes, avec l'obligation de donner la composition de tout le comité central, avec un certain nombre de conditions qui empêchent l'émergence de ce type de force. Et on a un pouvoir qui a été d'une intelligence et d'une stratégie extrêmement importante, qui n'a pas été de s'opposer uniquement à l'opposition, mais de lui proposer un certain nombre de sièges, de lui Mhm. proposer un On certain les nombre de... achète. Voilà, on les a achetés, on les a utilisés. On a aussi profité du fait que, pour leur très grande majorité, ils partageaient l'optique libérale et donc ils étaient limités dans leur opposition pour les mettre dans des situations de participation au Parlement, de participation dans différentes institutions, de telle sorte qu'on a une opposition qui est en réalité décalée par rapport à la colère populaire. Et Mhm. donc, c'est sans doute la caractéristique aujourd'hui en Algérie, c'est une forte opposition populaire, mais qui n'a pas d'expression politique et qui ne se reconnaît pas dans l'opposition actuelle. Mhm. Oui. Euh, j'ai envie d'apporter un petit témoignage personnel parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent, tiens, pourquoi vous venez pas en Algérie? Je suis venu il y a quelques années avec grand plaisir. J'ai participé à un débat, un colloque, une ou deux télés. Et puis, j'ai essayé que nos livres d'investigation soient diffusés en Algérie, mais bizarrement, on disait oui, oui, c'est bien, on va arranger ça. Et puis, il n'y avait rien qui se faisait en discussion avec d'importants éditeurs en Algérie. Et puis, ça a tombé dans les sables mouvants. Je me suis demandé si le fait que j'avais écrit un livre qui s'appelle Les 7 péchés d'Hugo Chavez, montrant qu'un pouvoir qui veut résister à l'impérialisme doit être social et démocratique et développer la participation du peuple, si ça, c'était pas mon péché à moi et que donc je n'étais plus tellement Absolument. désiré à Alger. Hein. Bon, ça c'est une petite note personnelle, mais ce qu'on voit maintenant dans les mouvements, c'est qu'il y a quand même une forte conscience dans la rue et la conscience est en train de se développer là. Absolument, mais c'est une des lois de tout mouvement social. À partir du moment où un mouvement s'inscrit dans la durée, il débat. Et donc, les consciences évoluent. Le pire, c'est quand un mouvement qui est composé de plusieurs classes sociales
se développe comme une traînée de poudre d'un seul coup et s'arrête en 10 jours. Quand Mhm. ça s'inscrit dans la durée, inévitablement, ça se décante, des contradictions émergent, des points de vue différents émergent et chacun est obligé de préciser ses positions. Comme les gilets jaunes en France et en Belgique. C'est Absolument, bien que ça dure. absolument. Je voudrais donner juste un exemple de cette évolution, de cette maturation, qui montre que les choses avancent, à mon sens, dans le bon sens, avec toutes les prudences qu'il faut garder. Ça a été la prise de position de syndicalistes par rapport à la notion de rupture avec le système. Tout le Mhm. mouvement parle de rupture avec le système, et on a eu une voix extrêmement intéressante d'un des bastions ouvriers des luttes sociales depuis toujours, qui est la zone industrielle de Rouiba, où les syndicalistes ont fait une déclaration disant que, bien entendu, ils étaient avec le mouvement populaire, que Mhm. bien entendu, ils étaient pour la rupture, mais qu'il fallait préciser ce que l'on appelait rupture. Et donnant Il des faut que ce soit éléments, mieux et pas pire. absolument, et donnant des éléments de précision sur ce qu'est la rupture, c'est-à-dire une politique antilibérale. Si la rupture sert à accroître le libéralisme, c'est la catastrophe. Des dimensions d'implication populaire. Si la rupture conduit à une nouvelle caste, eh bien, on n'aura rien gagné. Des éléments de réforme agraire, etc. Donc, on a là une partie du mouvement, des travailleurs, qui donnent leur point de vue précis sur l'issue nécessaire à ce mouvement. On a un mouvement qui porte plusieurs issues aujourd'hui. Donc Il y a des, remplacer le système par un Chavez ou un Evo Morales et pas par quelque chose comme les émirs des monarchies pétrolières. exactement, c'est à cette, à cette question-là qu'est confronté le peuple algérien, avec un seul problème supplémentaire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'état du débat des dernières décennies fait qu'il n'y a pas immédiatement un leader qui aurait la légitimité qu'avait un Chavez ou un Morales Hmm. par leur participation aux luttes sociales antérieures. Oui. Euh, on entend beaucoup la peur du chaos. Il faut quand même dire deux mots sur la décennie noire pour les jeunes. Qu'est-ce que c'était? Quel a été l'impact? La décennie noire et l'instrumentalisation, comme aujourd'hui, certains tentent de le faire, d'une colère populaire, qui était la grande révolte des jeunes Mhm. des années 80, et le pouvoir en place a instrumentalisé cela en passant une alliance avec un certain nombre de forces qui prétendaient que l'islam intégriste était la solution. Très vite, la mobilisation populaire a amené à une dynamique de lutte contre ceux qui déstabilisaient l'Algérie. Et cette déstabilisation était bien entendu appuyée de l'extérieur par un certain nombre de grandes puissances. Dans mon livre Les racines de l'intégrisme, je retrace la chronologie des soutiens à ceux qui tentaient de déstabiliser l'Algérie. D'abord du soutien de la France, ensuite du soutien des États-Unis, pour ensuite renoncer à ce soutien parce que le rapport de force populaire était devenu massif. C'est-à-dire que comme en Libye, comme en Syrie, et donc avant, les États-Unis et la France ont utilisé la terreur islamiste. Absolument. Rappelons-nous les déclarations des États-Unis disant les islamistes au pouvoir en Algérie ne nous embêtent pas et c'est une perspective pensable. Euh, et c'est le fait qu'il y ait une telle mobilisation, une résistance, une mobilisation populaire à cela, qui fait qu'on a choisi une autre porte de sortie qui va être celle d'aujourd'hui. En gros, les grandes puissances ont renoncé à ce projet-là dans un premier temps parce qu'il y avait ce rapport de force. Mais ayant en tête aussi que la décennie noire a été utilisée pour deux autres raisons qui sont moins souvent soulignées. La première, enfin, oui, la seconde raison d'utilisation de la décennie noire, ça a été à l'ombre de l'angoisse de mort. Quotidiennement, les gens avaient peur de Mhm. mourir. Quotidiennement, c'était des attentats, etc. Eh bien, la privatisation s'est accélérée. On a profité les gens n'avaient pas le loisir de se mobiliser pour leur entreprise parce qu'ils se mobilisaient pour survivre. Le pouvoir en a profité pour virer à droite. Absolument. Et on a donc privatisé en masse. Et secondo, on a utilisé cela aussi pour mettre une chape de plomb en disant attention, si vous êtes trop dans un mouvement social, ça va faire le jeu des intégristes et Mhm. donc avec le retour de la décennie noire. Et Où en ça, sont maintenant les islamistes, les intégristes? alors, ils sont encore présents, mais pour un certain nombre d'entre eux, ils ont été, comme les partis d'opposition, ils ont été eux-mêmes décrédibilisés, y compris aux yeux de ceux qui les regardaient parce qu'ils pensaient
à tort que c'était une alternative, eh bien, ils ont été décrédibilisés par leur participation à un certain nombre de fauteuils du pouvoir. Là aussi, on a offert des sièges à ceux qui se prétendaient dans la pureté islamique, on leur a offert des sièges qu'ils ont acceptés, et donc ils sont décrédibilisés pour une grande partie du peuple algérien. Ce qui ne veut En pas se dire remplissant les poches. exactement. Et donc, ils n'apparaissent plus comme une alternative. De manière significative, on ne les voit pas dans l'ampleur du mouvement actuel. Mais attention, c'est pour l'instant, et bien entendu, ils n'ont pas renoncé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ils ne sont pas massivement présents, ils ne sont pas à la tête des mouvements qui se développent en Algérie. Dans la rue, on voit beaucoup de femmes, ça c'est bien. Absolument. En réalité, pendant toute cette période de ces 20 dernières années, la société algérienne a mûri. Elle a pris en compte les nouvelles générations. Hein, il y a eu un renouvellement de génération. On pris en compte à la fois le bilan de la décennie noire, Mhm. aussi comment ça a été instrumentalisé par ceux qui étaient à la tête du pouvoir, mais aussi le spectacle des guerres à l'extérieur. C'est tout cela qui va être le bain dans lequel émerge une Les nouvelle guerres à génération. l'extérieur, la Libye, la Syrie. Voilà, absolument. On a vu de manière significative en Algérie des pancartes et un des slogans les plus criés, c'est l'Algérie n'est pas la Syrie. Autrement dit, tous ceux qui voudraient profiter du mouvement social pour déstabiliser, on est conscient. Donc on a cette dimension-là. Mhm. Parce que Mais c'est ça qui s'est quand même passé dans plusieurs pays. Il y a des revendications sociales ou démocratiques en partie légitimes en Libye, en Syrie, etc. Et puis les États-Unis, la France, comme des petits malins, viennent et en profitent pour en fait amener une aggravation de la situation. Donc je suppose les Algériens, ils ont peur de ça. absolument, absolument. Et la discussion avec les syndicalistes dont je parlais tout à l'heure, leur manière de dire à certains moments on hésite, y Mhm. compris dans nos luttes, c'était justement dans une conscience que oui, ça pouvait être instrumentalisé et utilisé pour autre chose que ce pourquoi ils se battaient. Pourquoi les États-Unis, la France, d'autres peut-être sont tellement intéressés à l'Algérie? Le pétrole, le gaz, la position stratégique? Alors, tout Mhm, ça, le pétrole et le gaz, oui, l'Algérie est une des sources pétrogazières importantes aujourd'hui, mais il y a la dimension géostratégique qui est essentielle également. L'Algérie, c'est la porte de l'Afrique. mhm. C'est celle qui donne le lien avec l'ensemble du reste du continent. Et puis, troisièmement, il y a aussi cette spécificité, malgré tout ce que j'ai dit, le pouvoir algérien au niveau international justement parce qu'il y avait un héritage et parce qu'il y a une conscience populaire qui a toujours porté cela, une dimension, un minimum anti-impérialiste. Autrement dit, un État algérien, quel qu'il soit, qui ne tiendrait pas une politique d'un minimum d'indépendance par rapport aux grandes puissances, serait un État qui serait immédiatement sous le feu des critiques populaires. Et donc, Mhm. l'État algérien a toujours tenté d'apparaître comme équilibré. D'une part, il ouvrait à des contrats avec les États-Unis et la France, et d'autre part, il gardait des liens avec les pays émergents, avec la Chine, avec la Mhm. Russie, etc. En gros, il jouait des contradictions entre ceux qui s'opposent aujourd'hui pour maintenir une espèce d'indépendance. Mhm. Et dans l'enjeu actuellement en Algérie, le mouvement populaire doit faire extrêmement attention au fait que, au-delà des désaccords avec le pouvoir, ce qui est un objet d'instrumentalisation, c'est un certain nombre de positions qu'a gardé l'Algérie au niveau international. L'Algérie a refusé de participer à la cabale contre l'Iran pour pouvoir l'isoler et pouvoir l'agresser. Mhm. Elle a refusé de cautionner la guerre d'agression contre le Yémen. Elle a refusé de se couper, malgré les chantages, des pays émergents, etc. Et donc Et elle ça, soutient les Palestiniens. et le soutien aux Palestiniens. De manière d'ailleurs significative, bonne nouvelle pour nous tous, à Alger, à Oran, dans les manifestations, on voit d'un seul coup émerger un slogan de soutien à la Palestine, Jazair Shuhada, Palestine Shuhada, les Palestiniens sont des martyrs, alors que ça n'a rien à voir avec le mouvement social en apparence. Le simple fait qu'il y ait envie de crier ce slogan-là indique la connexion que font un certain Mhm. nombre d'Algériens entre la situation internationale et la situation nationale et la volonté de garder une dimension anti-impérialiste. Donc l'Algérie, c'est un poids politique dans toute la question du monde arabe, au-delà du Maghreb. Et alors, ce qui inquiète, c'est la présence des Saouds en Algérie.
Absolument, absolument. Les Saouds sont le cheval de Troie de l'impérialisme aujourd'hui. On les retrouve partout où il y a des guerres d'agression. On les retrouve partout où il y a des déstabilisations d'État. En Algérie, la classe dominante a laissé une place aux Saouds, comme elle l'a laissé aux États-Unis et Mhm. à d'autres, etc., pour pouvoir apparaître comme donnant à manger à tout le monde. Mais Et un bien peu entendu, calmer peut-être l'agressivité, bien sûr, éviter bien sûr. de nouveau une décennie noire. Absolument, Mhm. absolument. Bien entendu, dans le contexte d'aujourd'hui, les Saouds ont de très grandes dents. Ils sont intéressés par utiliser le contexte actuel pour augmenter leur part dans le gâteau algérien. Alors, on me transmet deux questions. Il y en a énormément, je suis désolé, on va faire ce qu'on peut. Une question de Sidali. D'où viennent les chiffres un tiers de la population sous le seuil de pauvreté? Alors, c'est des chiffres officiels, vous pourrez les retrouver, les références dans mon article sur le site Investigation, où vous avez l'ensemble des références qui pourront être recherchées. Anna Maria, pourquoi Macron est pour le président algérien? Pourquoi la France est contre Chavez et Maduro? Alors, la France est contre Chavez et Maduro. Je commencerai par la fin de la question. Elle est contre Chavez et Maduro parce que la France reste une des puissances qui aujourd'hui vit sur une dimension de pillage néocolonialiste. Et donc, tout État qui ne développe même pas une politique révolutionnaire, juste une politique nationale, juste une politique qui serait un développement national, ce qui n'est pas le cas de Chavez et Maduro, qui en plus développe une dimension plus progressiste. Mais même si même un État qui se contenterait juste de fonctionner de manière autocentrée, eh bien, aurait les foudres des grandes puissances aujourd'hui qui ne vivent que du parasitage, c'est-à-dire qui ne vivent que du pillage des ressources, des matières premières et de l'exportation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'Algérie fasse comme la France. Elle doit rester toute petite. Absolument. On veut éviter l'émergence de pays industrialisés. On a intérêt à les maintenir comme pays sous-développés. Le Euh, colonialisme continue, là. Absolument. Et concernant l'Algérie, eh bien, c'est tout simplement parce que on a une concurrence entre les grandes puissances sur qui va maîtriser l'Algérie. Depuis longtemps, France et USA se bagarrent pour savoir qui va maîtriser en Algérie. Et pour la France, eh bien, la maîtrise de l'Algérie est pour elle une manière de sécuriser le reste de son ancien empire, c'est-à-dire ces néocolonies que sont tous les pays d'Afrique subsaharienne, pour lesquels, je le rappelle, on a encore une monnaie coloniale comme le franc CFA, Oui. on a des États qui sont complètement dépendants de Paris. Bref, pour maintenir le verrou sur ces néocolonies, l'Algérie est un élément clé. Donc la France veut contrôler l'Algérie, comme elle veut contrôler le Congo, comme elle veut contrôler le Mali, d'autres pays. Est-ce que ça veut dire qu'il y a besoin que les travailleurs, les couches populaires s'occupent non seulement de leur pays et de l'indépendance de leur pays, mais aussi de la solidarité avec les résistances dans les autres pays africains? En fait, c'est essentiel. C'est même incontournable. Il n'y aura pas, à mon sens, de transformation réelle ici en Europe si nous ne sommes pas capables de tisser des ponts avec les peuples qui sont dominés par nos propres impérialistes ou qui sont pillés par nos propres impérialistes, parce qu'en réalité, c'est le même système qui est affaibli lorsque ici, il y a des conquêtes sociales et où lorsque là-bas, les peuples acquièrent une nationalisation, acquièrent une réforme agraire, acquiert qu'une grande multinationale française ou états-unienne soit virée, que l'État développe une politique autonome, etc. Aujourd'hui, on a une situation dans laquelle la pauvreté est plus forte en 2019 qu'elle ne l'était dans les années 80. Bref, on a des situations dans lesquelles tous les acquis des luttes de libération nationale commencent à être Mhm. mis en cause, non pas comme Soral le dit, parce que les Africains seraient incapables de gérer, mais parce que le rapport de force mondial a amené dans la décennie 80 une recolonisation sous une forme nouvelle de l'Afrique. Mhm. Bien, on a une question de Jazia. Pensez-vous que le risque d'interférence étrangère existe encore? Je crois qu'on en a déjà parlé, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter, mais c'est peut-être le moment Oui, je de... peux Oui. juste dire un mot. Quand on regarde l'ensemble des ingérences étrangères dans le monde ces 20 dernières années, on a toute une série de facteurs, d'argumentaires qui sont mis en avant. Sans les citer tous, juste quelques-uns. On est là pour les droits de l'homme qui seraient menacés par un dictateur. Mhm.
On est là par rapport à une minorité qui serait opprimée. Et là, oui, il y a des risques réels. Il y a des risques réels qui ne doivent pas nous amener à ne pas être dans le mouvement de contestation. Au contraire, il faut y être pour l'orienter dans un sens de vigilance, mais qui sont réels. Il ne faut pas être naïf. Et en particulier, il est clair que depuis un certain nombre d'années, oui, l'impérialisme français tente d'instrumentaliser la juste revendication de la mazirité pour la mettre en outil Diviser pour régner. de Mmh. division du pays. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête. Je voudrais juste indiquer un élément. On a un des leaders du MAC, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, qui a, il y a un certain nombre enfin, il y a quelques semaines, juste dit le drapeau algérien, il faut le mettre à la poubelle. Rien que ça, c'est d'une part une insulte au peuple algérien, et y compris aux Amazirs qui se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie. D'ailleurs, il a été obligé, c'est de manière très indicateur, il a été obligé de revenir là-dessus. Il a fait une déclaration officielle disant que ça lui a échappé, que tout le monde fait des erreurs, mais en réalité, il y a eu une levée de bouclier dans la population berbérophone qui lui a dit mais ça va pas la tête, nos parents sont morts pour l'indépendance de ce pays, et donc on voit bien qu'il y a à la fois une tentative d'instrumentalisation et en même temps une conscience populaire qui réagit à cela. On est dans cet entre-deux-là, dans ce rapport de force intermédiaire. Pour moi, la solution à cela, c'est non pas de bouder le mouvement populaire, mais d'y être pour l'orienter dans le sens de cette vigilance. Alors, à propos d'interférence, on a eu l'inévitable Bernard-Henri Lévy qui est venu faire des déclarations d'amour au peuple algérien après avoir semé la catastrophe dans combien de pays. Quand on le voit montrer le bout de son nez, on se dit qu'Israël n'est pas très loin. Absolument, absolument. Et la garantie de survie d'Israël, c'est de désarmer tous les États qui peuvent être un soutien à la lutte du peuple palestinien. Et secondo, Israël, ne l'oublions pas, c'est pas simplement une colonie comme les autres, c'est pas simplement un colonisateur qui est parti dans un pays, il y a une spécificité, c'est que l'État d'Israël est au service du système impérialiste mondial. Autrement dit, c'est tout le drame du peuple palestinien. Ils ne doivent pas seulement s'opposer à Israël, mais à Israël comme outil de grande puissance. Et donc, oui, quand Israël pointe son nez, on peut y lire des éléments de la stratégie mondiale des impérialistes dominants, et en particulier des États-Unis, et deux, c'est toujours un indicateur qu'il y a une volonté de déstabilisation profonde. D'accord. Je m'approche un peu de l'écran pour voir si nous avons d'autres questions ou interventions ou critiques par rapport à ce qui a été dit. Voilà. Oui, vous avez beaucoup de commentaires, ça aidez-moi, on essaiera d'y répondre après. Je vois que Joël, de toute façon, qui m'assiste ici aujourd'hui, est venu prendre plusieurs questions. C'est quoi le projet de Macron sur 5+5 de pays africains, parmi eux l'Algérie, et qui veut rendre l'Algérie au service de la France? C'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, je crois, hein. Oui, en termes de stratégie française, depuis toujours, il y a la volonté de faire de l'Algérie et de l'ensemble du Maghreb, en réalité, de la couper de son destin africain. Et donc, déjà à l'époque de Sarkozy, il y avait cette idée de l'Union pour la Méditerranée qui, en fait, coupait l'Algérie du reste de l'Afrique subsaharienne, parce que la dimension anti-impérialiste est commune à toute l'Afrique, et qui, d'un autre côté, en plus, avait l'avantage pour l'impérialisme de réintégrer Israël, qui faisait partie de l'Union pour la Méditerranée. Et donc, on a eu toute une série de versions de ces projets-là, et Macron ne fait que rajouter une dimension. Il continue ce que Sarkozy avait voulu faire, qu'il avait proposé à Kadhafi d'ailleurs. Bien, on continuera à répondre un peu plus tard, mais l'heure tourne. Je voudrais dire que pour approfondir les choses qui ont été exposées par Saïd là maintenant, sur le danger des interférences, on a publié chez Investigation un livre de Ahmed Ben Sada, qui vit au Canada. Non, il vit maintenant à Oran, c'est un chercheur algérien, et il avait publié Arabesque, enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes. Je pense qu'il y a aussi une édition arabe en Algérie de ce bouquin. Et c'est très très bien parce qu'il montre justement comment en Tunisie, en Égypte, en Libye, les États-Unis, avec la CIA, ont pas essayé, ils ont réussi
à manipuler les révoltes pour les casser, pour imposer des dirigeants qui en fait étaient tout à fait compatibles avec les États-Unis et pour empêcher les révoltes de devenir de vraies révolutions. Donc, Arabesque d'Ahmed Ben Sada, extrêmement intéressant. Saïd est l'auteur, tout récemment chez Investigation, du manuel stratégique de l'Afrique, en 2 tomes, qui effectivement présente l'Afrique en 5 grandes régions, le sud, le centre, la Corne, l'ouest et le Maghreb, très important. Et Saïd insiste sur le fait que l'Afrique ne peut pas s'en sortir sans être un tout, sans être solidaire et sans mener une lutte globale. Le manuel stratégique de l'Afrique est en 2 tomes. Ici, vous avez le tome 2, dans lequel il y a un très très long chapitre sur l'Algérie, aussi sur les pays voisins. C'est des très beaux livres qui ont été illustrés grâce au travail très créatif et soucieux de David, notre jeune éditeur qui travaille avec nous maintenant. Donc le manuel stratégique de l'Afrique de Saïd Bouamama, je vous le recommande. Et les livres d'investigation, je vous avais dit la semaine passée, on peut les acheter sur notre site. Vous avez ici une partie des livres plus récents. J'ai indiqué que nous avons installé un nouveau système pour diminuer les frais de port, qui était un problème. C'était trop cher, surtout pour certains pays.